Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et... Ouais. Comment ça va, petit Quarel? Ça va et toi? Bon, ça va ma foi bien, hein. Bah oui, toujours. Arrête de te balancer comme ça, là. Les auditeurs, là, les téléspectateurs, Excuse-moi. ils vont pas aimer ça. Ils vont pas aimer Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour la critique. ça. La critique. La critique... Je viens de te Ouais, faire. excuse-moi. La critique... Sinon, je vais te la faire faire. Hein. La critique du 23e épisode... Enfin, 23e, hein. 23ème. Ouais, 23e épisode de la saga cultissime. Oui, je te le dis. Skyfall. Mais non, il fallait dire, non, James Bond 007. James La série. Bond 007. D'ailleurs, c'est James Bond ou 007 la série? Bah, on peut dire les deux, James Bond, 007, 007. Double, ouais. Double 1-7. Ouais. Double 67. Ouais, ouais. Et oui, donc c'est Skyfall. Oui, voilà, c'est Skyfall. Skyfall, donc peut-être que vous vous rappelez, on a fait les premières impressions Oui. il y a 3 ans. Je propose qu'on explique un peu le contexte rapidement, c'est que on fait cette critique un peu dans la précipitation puisque on va faire les premières impressions de l'opus suivant qui va bientôt sortir au cinéma. Spectre, voilà. Donc non mais c'est pour donner un peu de Ouais. de force. Et c'est du teasing, ça veut dire revenez dans 10 jours. C'est donner un peu de racine à l'arbre, un peu de terre aux racines de l'arbre. Oui, effectivement, et du terreau. Et du terreau. C'est la même chose. Bah non. Merci de nous faire perdre. Et nous, c'est le feuillage, on va Allez, vous agrémenter ça. Des ronds. Bah, oui, donc c'est réalisé par Sam Mendes, c'est sorti le 26 octobre 2012. D'ailleurs, c'était pas sorti un mercredi, j'avais pas compris, enfin bref. Et d'ailleurs, c'est sorti pour les 50 ans de James Bond. Oui, effectivement. James Bond. Alors la série cinématographique hein, qui est produite par MGM, hein, Metro Goldwyn Mayer. Et Broccoli aussi. Et Broccoli, effectivement. Et donc cette fameuse série a commencé en 1962 et donc en 2012, sortie de Skyfall, on fêtait les 52 ans. Alors effectivement, vous allez me dire, il y a deux hors-séries qui ont été produits avant dans les années 50 de Casino Royale, mais ils ne font pas partie de la série officielle, donc du coup, Exit. Comme jamais plus jamais en 83, Exit, on oublie ça. Oui, il était beau celui-là. Oui, peut-être. Non, C'est une purge. Ouais. Bah donc, tu peux me dire le synopsis si t'as envie. Alors, le maintenant très célèbre agent britannique 007 doit faire face à une menace interne au MI6 puisqu'une liste d'agents et de noms d'agents et de leur couverture du MI6 est dévoilée. Donc, du coup, ils infiltrent, enfin, c'est des agents infiltrés dans des organisations terroristes, tout ça. Du coup, tout cela discrédite M, qui est donc elle est en danger quoi, vis-à-vis de son occupation en tant que directrice du MI6. Oui, elle est sur la sellette, on va dire. Et elle est en sorte de rivalité un peu avec Gareth Mallory, qui est donc le chef du cabinet du ministère de l'Intérieur, chargé des services secrets. Et donc voilà, James Bond, lui, est blessé assez gravement lors d'une mission par Eve, l'agent Eve. Et donc du coup il revient quelques temps après pour faire face à cette menace. T'as un peu spoilé là. Non. T'as dit qu'elle était blessée. James Bond. Oui. Eh ben c'est le début du film. Bah oui, mais il faut expliquer un peu. Enfin bon vas-y, la suite. Bah attends, je vois que on parle du scénario, alors, on parle de la scène d'intro, on parle de... Il faut dire que bon, on est plus dans la guerre froide depuis GoldenEye, donc du coup on a toujours des synopsis plus variés. Là, on va de l'avant. Là on est plus quand même dans l'esprit que la menace est interne au lieu de mondiale. Donc on change de point de vue par rapport à tous les James Bond où ça a toujours été une menace mondiale, et c'est peut-être un peu ce que j'avais reproché dans les premières impressions, c'est que ça manque par contre d'échelle mondiale finalement. Bah la mondialisation, ça bout de souffle en même temps. On commence à revenir sur... Mais je sais pas, je pense qu'on s'identifie plus à un conflit mondial qu'un conflit intramuros britannique quoi. Ouais. Moi franchement ça, je veux dire ça me laisse de marque que le MI6 soit en danger, je me dis il n'y a pas plus de... Il reste la CIA, il reste les services secrets français. Le FBI. Non, bon, on va pas tous les faire non plus. L'hygiène. Vas-y, déroule. Oui, mais aussi, je sais pas, on peut dire aussi, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais que Spectre, non pas Spectre,
Casino Royale et Casino Quantum, Royale. c'est parti pour une trilogie. C'était censé partir Mais- pour une trilogie, mais finalement, il y a eu des problèmes. En fait, plusieurs problèmes. Il y a En d'ailleurs interne. l'acteur qui faisait Mr. White n'a pas voulu reprendre le rôle. Ça, c'est méchant. Bon, il y a eu plein de choses, et puis Quantum n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Mais après, on va voir Spectre, on sait pas trop Ouais. à quoi s'attendre, parce que pour moi, Quantum, l'organisation Quantum me faisait beaucoup penser au Spectre. Donc on verra le prochain ce qui va en être. Et oui, donc je sais plus ce que je veux me dire. Oui. Donc voilà, on est sur Scénario. le synopsis. Ouais, Autre synopsis, chose. On passe sur le Ouais. casting peut-être. Ah bah si tu Donc veux. le casting, toujours les mêmes, Daniel Craig pour 007. Les James Bond Girls, on a Bernice Marlowe qui fait... Non, c'est française, Bernice Marlowe. on s'en fout. Ah non, Elle fait Séverine. Et Séverine. Naomi Harris qui fait l'agent Eve, qui n'est pas réellement une Bond Girl. On Non, va en pas dire du plus, mais on peut pas la considérer comme Bond Girl, il n'y a aucun artifice. aucun baiser entre eux. Ouais. Donc, Il y a un coup du rasoir voilà. quand même. Un coup du rasoir. Ensuite, toujours Judi Dench. Judi Dench, toujours, pour sa 7e participation. Ah oui. Hein. Ça commence à faire. Hein. Ouais, ça commence à faire. Et on a donc Ralph Fiennes qui fait Gareth Mallory, donc le chef du cabinet du ministère chargé des services secrets. Donc, on va également parler de Q, Dominique, non? le retour de Q. Non, Dominique, non, je sais pas, c'est le mari de Nomira. Ah non, on va en parler après. Donc, là, Patrice. merci de m'interrompre, Ouais. ça m'aide beaucoup. Et surtout, ouais, J'étais parti sur le grand retour de Q, celui qui fait les gadgets, tout ça, tout ce qui est la branche technologique du MI6. c'est le même C'est acteur que... Ben Whishaw, Ah, c'est un lui. nouvel acteur, beaucoup plus jeune. Oh. Donc le personnage de Q, vous l'aurez compris, est rebootisé. Il n'est pas apparu pour la 2e et 3e fois de la saga cinématographique dans Casino Royale et Quantum of Solace, donc là il fait son grand retour dans celui-là, et on espère dans Spectre. Et là, parce que sinon, même dans... Il y a toujours eu Q. En fait, Q est apparu... Ah oui, c'est vrai. Et Oui, c'était dans- pas vraiment Q, ouais. C'était pas vraiment Q dans le tout premier. Ouais. Dans le deuxième, et là il est nommé Q, et ensuite il n'est pas apparu dans Vivre et laisser mourir, et là ça avait un peu fait scandale, c'était un peu une ombre au tableau, donc du coup Ouais. il est apparu continuellement, donc c'était Desmond Llewellyn qui l'a fait quasiment tout le temps. Puis ensuite il y a eu John Cleese qui a pris le rôle du nouveau Q dans Meurt un autre jour, et puis finalement ils ont pas décidé de reprendre John Cleese. Ensuite, le vilain Javier Bardem, ou Javier, selon votre préférence, Javier Moi, j'aime Bardem bien Javier. ou Javier Bardem, qui fait Raúl Silva. Raoul. Raúl Silva, oui. Ouais. Ou Rodriguez, Ah ouais. Thiago Rodriguez de son vrai nom. Et donc, du coup, on a également Ola Rapace qui fait Patrice. Patrice. La cerise sur le gâteau. Donc voilà, on va pas s'étendre plus que ça sur le casting, on s'est déjà pas mal étendu. Mhm. Donc pour les petits nouveaux arrivés, je parle tout de suite du personnage de Q, pas parce que moi Ouais. j'ai beaucoup de moins à dire sur Q. C'est que bon, j'en avais déjà parlé, c'est un peu la représentation, l'archétype du geek, quoi. C'est un peu too much. Bah ouais. Les gadgets sont un peu manque d'inspiration, enfin Bah, ouais. pêcher beaucoup dans Goldfinger pour les deux, moi ça m'a fait vraiment penser pour les gadgets à Goldfinger. Oui, mais... Oui, mais les Voilà, gadgets, c'est... Oui. Bon. Pas d'autre chose à dire sur le personnage de Q. C'est dommage qu'il soit rebootisé dans ce sens-là. Bah, ça fait quand même plaisir qu'on le voie, mais... Oui, mais Bah, comme en fait, ça, on se dit, enfin, c'est vrai que les gadgets qu'ils donnent, c'est un peu pourri, mais... moi j'ai préféré Llewellyn, Desmond Ah bah oui, Llewellyn et John Cleese. Mais attends, les culs en... Pourtant, blouse, Ben c'est Whishaw, on fini. peut pas dire qu'il est mauvais, tu vois. Ah, mais c'est le personnage en lui-même, enfin, c'est le... C'est le personnage qui a mal été écrit, quoi. Mm. Réécrit, on va dire. Et les gadgets, donc voilà, un peu décevant, ça manque un gadget... ça manque d'inspiration, ça manque de complexité, on va dire, d'originalité aussi, Et d'extravagance. et d'extravagance.
Et oui, donc on parle des acteurs, ou je sais pas. Les acteurs, qu'est-ce que tu as dit? Je sais pas, par exemple Javier, non? Je sais pas. Oui, on peut parler du méchant. L'antagoniste. Le retour d'un antagoniste qui va un peu nous faire penser aux anciens James Bond. Hein. C'est ce fameux antagoniste qui est toujours coiffure peroxydée. Hein. Voilà, et ça c'est une marque de fabrique de qualité. On aimera parmi eux Christopher Walken. C'est souvent ceux qui ont fait les meilleurs vilains d'ailleurs. Quasiment. Il y a qui aussi? Il y a eu. Comment il s'appelait Robert Shaw qui faisait l'agent du spectre dans Mon baiser de Russie. Ah bon? C'était Grant. Ah ouais. Et aussi vas-y. Non, vas-y, je te laisse. Moi je trouve que déjà Javier Bardem, donc déjà c'est un acteur. C'est un acteur 3 étoiles. Oui, alors, ne serait-ce plus. Oui, franchement, oui, c'est un très bon acteur, très bon personnage, il n'y a pas à dire. Moi, j'ai quand même des défauts oui, mais... à dire encore. Malheureusement, c'est beaucoup... Vas-y, dis tes T'as envie d'en dire ou pas? Moi, il m'a fait beaucoup penser, il m'a fait beaucoup pomper sur le Joker. Et t'as fait pomper sur le Joker? Ouais, il m'a paru pomper sur le Joker, un peu foufou, toujours des sourires, tout ça, un peu... Bah oui. Et puis aussi sa relation avec M. Et puis, tu pensais que la relation avec Batman? Oui, peut-être oui, et aussi surtout, il a beaucoup d'hommes de main alors que c'est pas quelqu'un de super influent, quoi. C'est pas quelqu'un qui a... Ouais. C'est pas quelqu'un... Ouais, ça m'a fait très jokeriser l'organisation dans le film, tout ça. Ça ressemble beaucoup à Batman avec le Joker qui surgit un peu de partout, qui sait déverrouiller toutes les portes de la ville, qui a une organisation millimétrée et qui sait de faire n'importe quoi. Mais cela dit, je trouve que les scènes où il est dedans, il y a quand même vraiment des bonnes scènes, quoi. La première rencontre avec James Bond. Ah oui, par contre, oui, ça c'est cool, il y avait une bonne construction du personnage, après quelques exploitations qui sont un peu plus... il y a de la présence, quoi. Qui sont un peu plus dommages d'autres exploitations. C'est pas Javier, je trouve qu'il a quand même fait un bon boulot. Ah oui, non, mais Javier Bardem, c'était vraiment le bon choix. Moi j'étais content, j'étais ravi qu'il soit vilain, quoi. Ouais. Et il était pas beau. Il était vilain, pas beau. Oui, donc... Ensuite je sais pas... La Bond Girl. Peut-être qu'on a... C'est qui? Ah, c'est Bérénice Marlowe. Séverine. J'allais dire Sérénice. Moi je trouve qu'elle est... Bond Girl totalement transparente. D'ailleurs, aussi grand nombre de tableau, c'est que dans le film, on peut considérer que c'est la seule Bond Girl. Ouais. J'aurais un autre point négatif à revenir plus tard quand on va faire les généralités autour du film. Parce que là, vu qu'on est sur le casting, c'est juste pour dire que déjà l'actrice n'est pas convaincante. La construction du personnage ne l'est pas du tout non plus. Donc du coup, pour moi, c'est moindre qualité. C'est vraiment... déjà, je pense que c'est aussi voulu. Les Bond Girls, depuis Casino Royale, c'est pas folichon, on peut pas dire. C'est sur la pente descendante, moi je trouve. Je trouve qu'elle est... Ouais, dans Quantum, quand même, l'autre, elle a une cicatrice, quand même. Non, mais... Moi, le personnage de Séverine, je l'ai pas du tout... Enfin, je l'ai trouvé... Moi, j'ai pas été convaincu. Je trouve que ça fait vraiment cliché, quoi, comment elle est. Enfin, sa posture, toujours la cigarette à la main. Elle a un accent français. C'est un peu pompé sur la française des années 30, d'ailleurs. Oui, mais forcément, c'est une française, donc... Son jeu, je trouve qu'elle a un jeu vraiment pas terrible du tout, quoi. Je trouve qu'elle fait lire son texte, tout ça, mais après, c'est aussi le personnage, c'est pas à cause de Bérénice Marlowe, mais c'est juste que... Et puis surtout, il y a très peu de scènes, très peu de scènes où elle est dedans. Voilà. Et puis la manière qu'elle finit, c'est pas très bondien. Ouais, c'est pas très bondien déjà dans la manière de faire, mais c'est la volonté du reboot. Donc, Sam Mendes, on en reparlera plus tard, je suis dans les généralités, mais il a cherché à faire plaisir de public dans ce James Bond pour les 50 ans. Faire plaisir aux puristes qui ont aimé les 20 premiers films, et faire plaisir à un public, on va dire, un peu plus jeune, qui n'a pas trop connu... qui ont aimé les deux et qui aime plutôt les films à la mode, un peu genre thriller, tout ça. Donc avec le côté reboot du film. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Un acteur, ça va? Un petit mot sur Ralph Fiennes. Moi, Ralph Fiennes, c'est... Pour moi, c'est il joue super bien. Il joue super bien. Je l'adore. J'ai rien à dire, moi. Voilà, je l'adore.
Il est vraiment cool. Et super exploitation du personnage, ça fait plaisir pour certains. Je vais pas tout dire. On veut spoiler le moins possible quand même. Voilà, oui. Bon, si tu veux, maintenant qu'on a fini avec les acteurs, on peut, si tu veux, parler de la musique. Hein. En fait, toi, t'es un peu comme Franck de jeux vidéo. Enfin, comme tu sais rien dans la critique, c'est moi qui... Ah, moi, je présente. Non, bon, alors la musique. La musique, donc, on va parler en général, donc c'était Thomas Newman, qui est souvent fidèle, qui suit souvent Sam Mendes pour tous ses films, hein, pour faire la musique. Ouais. Barry donc, n'était pas là, Barry. Non, il est décédé dans un crash d'avion. Ah non, c'est ça. Non. Il rigole pas là-dessus. Bon. C'est une espèce de couillon. Non, c'est toi qui me fais rien. Bon, tout ça pour dire, Thomas Newman, donc, il a fait du bon boulot. Bon, peut-être pas assez de prise de risque, parce que par exemple, on reviendra sur l'esthétique de l'image, mais t'as beaucoup de jeux de lumière, et moi j'aurais bien vu, tu vois, scène de nuit avec des lumières un peu... Chatoyantes. Quand t'es à Shanghai, tu vois, lumière bien... Chatoyante. Bien néon, tout ça, tu vois. Bien néon. Ça veut rien dire. Bien chatoyante. Bah, tout ce qui est flashy, tu vois. Bien fluo, à la rigueur. Bien fluo, voilà. Bah ça, moi, j'aurais mis... Je me serais risqué à mettre un thème bondien. Ou de la dubstep. Peut-être la dubstep. La dubstep, mais tu vois, un peu électro, tu vois, mais pas forcément dubstep qui est un peu hardcore, quoi. C'est la électro hardcore. Donc voilà, juste pour dire ça, parce que là j'ai envie d'avoir des trucs à redire, tu vois. Trouver des trucs à redire. Enfin, moi je trouve qu'elle est. En fait, effectivement, je trouve qu'elle est présente, la musique. Tu vois, t'as vraiment des scènes où vraiment on entend la musique, mais c'est vrai que la musique n'est pas exceptionnelle pour autant, quoi. C'est vrai qu'il n'y a aucune prise de risque et c'est pas original, quoi. Moi, il n'y a pas une musique, je me dis, tiens, celle-là, je vais la réécouter sur YouTube ou Dailymotion. Mais ça viendra plus tard, je pense. Ça viendra plus tard, parce que moi j'en ai peut-être vu au moins une. Vu ou écouté Non, mais repéré une. Ah, mais bon. tout ça pour... Enfin, est-ce que c'est bon, t'as tout dit là-dessus? Bah oui. Alors on va passer au plus important dans la musique, c'est la chanson, la theme song. le theme song de James Bond, celle qui est utilisée comme séquence générique. Aïe. C'est Adele qui s'y est collée pour cet opus-là. Alors on vous ne dit pas, parce que déjà d'une, Fougas ne sait pas qui sera le prochain interprète, et moi non plus je ne sais pas qui sera le prochain... Enfin moi je le sais, mais je ne le dis pas par respect pour l'ami Fougas. Donc on verra ça, si c'est une femme ou un homme. Oui, puis ça faisait longtemps que c'était... Si c'est un homme ou une femme. Oui. Ou si c'est... Ou si c'est les deux. Ah. Ou si c'est peut-être l'autre là, le russe là, avec sa barbe. Je sais pas. Mais oui, l'autre là. Qui a gagné l'Eurovision. Ah, Conchita Wurst. On sait pas trop le classer lui. Oui, ouais, enfin, ouais. D'accord, oui. Bah, peut-être. Elle n'était pas dans les favorites, mais pourquoi? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas Conchita Wurst? Ah, tu le considères comme une femme? Bah, je sais pas trop. Ouais, d'accord. Bon, oui, donc Adèle. Donc franchement là, c'est le haut du gratin là. Là c'est le gratin. C'est tout doré, c'est vraiment bien. Bah, encore une fois, un bon choix. Hein. En fait, Skyfall, si je devais le résumer, c'est des bons choix ponctués de petites erreurs. Ah, pas mal. T'as dû le garder en conclusion? Oui, mais je le referai s'il le faut. Oui, bah c'est vrai que... bah d'ailleurs, elle a eu l'Oscar, hein, la meilleure musique. Adèle. Elle a eu la meilleure musique, effectivement. Bon, en même temps, aux Oscars, t'as que 3 trucs, t'as 3 personnes qui sont nominées, Mais c'est pas franchement, bien compliqué. l'instru... Très bondien. Assez bondien, des notes qui nous font rappeler le fameux 007 theme song. Hein, ouais. Enfin, il n'y a pas le ding. 007 ouais. theme song. Ouais. Et bah oui. Et donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Adèle, donc elle a une voix déjà, moi j'aime beaucoup la voix d'Adèle. Moi je la voulais carrément comme interprète d'un thème de James Bond. Bon, c'est fait, j'ai eu raison de ne pas me tromper parce que moi vraiment, elle a une voix, elle peut monter haut, tu vois, elle peut faire ce qu'elle veut. Et ça avait été un peu compromis par des petits saignements de gorge, mais... Il avait oublié ça. Oui, c'est vrai. Mais finalement, elle n'a pas trop saigné, hein. Elle nous a fait saigner, nous. Ouais. Mais pas des oreilles, franchement. Non, c'est vrai. Mais tu veux chanter un peu ou pas? Non. Tu veux chanter avec moi? Non. Moi j'ai dit je chantais. Pour voir un petit peu ce que ça fait. J'ai pris ma retraite. Bon alors moi exceptionnellement, vu que c'est Adèle et que j'aime beaucoup, si vous voulez... Il va faire les 20 prochains thèmes songs. Non, je vais vous chanter trois phrases. Tu feras celui de Charlie Basset pour le prochain? Ouais, si tu veux. Ah, je croyais que tu m'avais dit pas besoin. Bon alors ça fait... J'aime bien broyer les pistes. Ça fait Let the sky fall, when you crumble. Non, you have stand tall, my festival, together at Skyfall. Bam, 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 voilà.
Bon, je sais, dans les commentaires, vous allez dire, on veut Quarel qui chante. Bah écrivez ça, parce qu'effectivement, bon, j'ai pas la même voix que Quarel. Mais je pense qu'il voulait pas faire de tristesse à Adèle, parce que c'est vrai qu'il a une voix un peu similaire. C'est un peu le Amaury Vassili, quoi. Bah moi déjà, il y a Tom Jones, il m'a écrit une lettre de plainte. Tu vois, si t'as regardé toutes les cérémonies, je crois que c'est les Grammy, t'as vu Tom Jones qui chantait pour les 50 ans de James Bond Thunderball, c'était une réponse à moi, tu vois, il a été un peu vexé que j'interprète son titre avec autant de majesté, donc du coup j'ai fait, j'arrête, j'en ai marre il m'a dit, Tom Jones m'a dit comme ça, attends ma mort si tu veux pas que je te colle une rouste. Oui. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fini sur le theme song, juste pour vous dire, ça doit faire plusieurs décennies qu'on n'a pas eu un aussi bon theme song que ça. Voilà, je pense que c'est bon. As-tu un truc à dire Non, rien de spécial là-dessus. Point faible, point fort, je sais pas. Maintenant on va passer aux généralités donc. Ah bah tiens, point faible, maintenant qu'on parle... Ah bah le générique, tiens, le générique en lui-même. Le générique en lui-même, merci, très bonne intervention. Oui, bah, le générique qui accompagne la musique. Hein. D'ailleurs, je me rappelle, tu m'avais dit, oh, la musique commence trop tôt. La musique commence trop tôt. Tu m'avais dit ça. Oui, trop tôt parce que en fait t'as la scène Oui, bah... Est-ce que je peux la raconter? Tu m'autorises? Bah oui, vas-y. Donc Danny est blessé, il tombe dans l'eau, et donc t'as la musique qui commence comme ça, au lieu d'avoir toujours ces plans, tu vois, que t'as toujours eu dans tous les James Bond, tu regardes tous les James Bond, t'as les plans. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des musiques qui ont déjà commencé plus tôt, mais là, du coup... après... comme Mar un autre jour, là, c'était carrément... Mar un autre jour. Bah, c'est un peu spécial, c'est dans la même idée, à peu près. Ouais, ils ont voulu faire... Oui, c'est avant. Attends, ouais. Et oui, donc, en fait, l'esthétique est bonne du générique, sauf que ça n'est pas assez bondien. Pourquoi ça n'est pas assez bondien? Et moi, il faudrait que je vous sorte une musique de Patrick Juvet, son titre de musique, Où sont les femmes? Ah oui. Où sont les femmes? Ouais. Moi, c'est la question que je me pose dans James Bond. Tu regardes James Bond, c'est toujours les femmes sensuelles et tout, tu vois, pour le plaisir du regard du téléspectateur. On se comprend, je pense, messieurs surtout, et peut-être certaines de mesdames. Voilà, c'est le... le plaisir visuel, t'as toujours ces ombres de femmes sensuelles, tout ça, en rapport avec le thème du film. Je te prends en exemple GoldenEye, où tu vois la faucille et le marteau avec les femmes, tout ça, toujours le feu avec les femmes qui tirent des balles sur des hommes, ou tout ça, t'as toujours des trucs comme ça. Là, t'as très peu de présence. Je crois qu'on voit une ou deux images avec une silhouette de femme, le reste, c'est nada. Et par contre, il est irréprochable, je veux dire, c'est très joli. T'as tout le film de raconter à travers le générique. J'ai l'impression. Enfin, beaucoup d'éléments clés du film sont racontés dans le générique. C'est pas Mission Impossible 3 non plus. Par contre, ça frappe pas le téléspectateur. Moi, ça m'avait pas frappé au premier visionnage au cinéma. Hier, ça m'a frappé parce que je connais le film. Du coup, je dis, ah bah ça, c'est ça, ça parle de ça. Et même dans le film après, j'ai dit, ah ça, on l'a vu dans le générique. Oui, je me rappelle. Je dirais pas quoi, mais... Donc voilà. Pour ça, séquence générique. Voilà, donc on peut peut-être parler des généralités. Non, de la scène pré-générique. Pré-générique, oui. Alors pour moi, beaucoup trop long. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais... ouais. Enfin, en fait, c'est vrai que ça doit être l'une des scènes pré-génériques la plus longue de James Bond. Hein. Et trop long, trop long. Enfin, en fait, en même temps, je vois pas trop comment ils pouvaient couper autrement le film, en fait. Enfin... C'est vraiment, t'as un avant-générique et un après-générique. Donc, ils auraient pu raccourcir tout, mais vu qu'après, on va le redire après, il y a peu de scènes d'action, ça fait du bien de commencer avec une bonne scène d'action comme ça. Mais c'est une bonne scène d'action, mais peut-être un peu trop longue. Ouais. Faudrait comparer avec les autres, encore une fois. Si je chronomètre tout, j'ai jamais chronométré les James Bond, c'est peut-être une erreur parce que, en fait, dans nos analyses, on est beaucoup sur les comparaisons. Avant reboot, post-reboot, donc du coup, là pour ça, ça m'a semblé un peu long, comme séquence pré-générique. Ouais, mais c'est pas bien grave, mais c'est pas un point faible, c'est une petite remarque, quoi. C'est pas mais par contre, tu vois, encore une fois, c'est un début in medias res dans le film, puisque on est en rapport avec tout le synopsis du film, c'est-à-dire que le pré-reboot, c'était souvent
t'as souvent des missions secondaires de James Bond, et là vraiment, ouais, t'as la liste qui est volée, t'as l'échec de James Bond, tout ça. Enfin. Oui. Voilà pour expliquer un peu. Oui, donc vu qu'on parlait un peu du... ce qui... Enfin, par exemple, je repense par exemple, à la toute première image du film. C'est, tu sais, quand il est dans l'ombre, tout ça, quand il avance, l'esthétique de l'image est vraiment très belle. Donc, si tu veux, on peut parler d'esthétique de l'image. L'esthétique de l'image, dont le directeur de photographie, qui travaille aussi, je crois, beaucoup avec Sam Mendes, c'est Roger Deakins. Ah, bien. Donc voilà, mais malheureusement, j'ai une info capitale, une info de Thierry Moreau, c'est qu'il ne fera pas l'image de Spectre, non. Ce sera pas lui à la photographie. Là, franchement, on perd quand même quelqu'un d'important. Oui, franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu de lumière, donc j'en ai déjà parlé donc à Shanghai, les lumières des néons, tout ça, tout ce qui est un peu flashy dans la nuit, tout ça, c'est très bien fait. Avec une scène d'action où justement ils sont dans l'obscurité, enfin, Bond et son adversaire. Ouais, en fait, on voit que les profils, les silhouettes. On voit les silhouettes. Un combat dans l'obscurité, tout voilà, c'est très intéressant, très... Macao, l'architecture asiatique que j'affectionne particulièrement. Bah oui, t'en connais, toi. Moi, grand fan de l'Asie. J'aime beaucoup l'Asie en fait. On peut pas dire que je suis fan, mais j'aime beaucoup. Ouais, bon, toi, on peut tout. Je suis assez séduit facilement par l'Asie. D'accord. Ah, c'est une bonne anecdote, ça, oui, quand même. Mais il y a les petites lumières, les lanternes chinoises, asiatiques, tout ça, à Macao. Parce que Macao, c'est très proche de la Chine. Il y en a même qui disent que c'est la Chine. Il me semble que ça pourrait être la Chine, oui. Je pense, après je connais pas les conflits territoriaux. Vu que c'est un dictateur qui mais a la tête de la Chine. On va pas s'aventurer sur ce terrain. Sinon... on parle pas mal de la Chine. Sinon, je peux dire aussi que... la photographie, on peut aussi parler des décors. Enfin, est-ce que tu as autre chose sur la photographie? Les décors, j'ai envie de parler du... est-ce que... Ouais, je sais pas trop. La dernière... un peu le dernier lieu, en fait, grand lieu du film, quoi, là où se déroule la scène finale, ou presque finale, mais je sais pas si je dis le nom, quoi. Ouais, voilà, l'Écosse, quoi. Voilà, l'Écosse, c'est magnifique. Pas l'écorce de l'arbre, hein. Comme tout à l'heure, pas mal. Ouais, oui. Et voilà, en fait... Il y a des scènes, des lieux qui sont bien exploités et d'autres mal exploités. Par exemple, Shanghai, lui, il est content. Il a vu Shanghai, il a vu ses petits néons. Mais bon, la scène, elle dure quoi? Même pas 10 minutes. Ouais, ensuite, Macao, ça dure même pas 10 minutes. Mais après, bon, c'est un peu un truc qui revient. C'est toujours pareil. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est un peu un globe-trotter, James Bond. Bah oui, c'est une dimension. Ça c'est un des codes que le reboot a gardé, c'est la dimension globe-trotter de James Bond. Je veux dire. Bon, là t'as même beaucoup de destinations. On peut citer la Turquie, on peut citer. Il a carrément fait une tournée asiatique, il a fait Shanghai en Chine. Shanghai, pour ceux qui parlent chinois, Macao, le Japon, une île fantôme du Japon, il déserte, la fameuse île déserte. Après, il fait aussi l'Écosse, il fait Londres en Angleterre. Ah, c'est pas vrai? Oui. Oui, mais en fait, moi je trouve que c'est un peu un point négatif. Enfin, pas un point négatif. Ouais. En fait, je trouve que dans les films de James Bond, ils essaient d'empiler le plus de destinations possible. Mais ils peuvent pas s'arrêter à 3 destinations par exemple. Et qu'ils exploitent un peu mieux, je trouve que c'est un peu bizarre. Je te prends un exemple, Octopussy, qui se passe principalement en Inde. Ah non, mais il y en a, je suis d'accord. Donc du coup, t'as pas forcément... après, c'est le choix du réalisateur, le choix... Oui, mais souvent, ça fait ça. Comme, oui. Pendant qu'on y est, Moonraker aussi, ça se passe dans l'espace, donc forcément. Ou dans Vivre et laisser mourir aussi, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je trouve que ça en tout cas, alors pour Skyfall, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça fait un peu... Ouais... Par exemple, je trouve que ça me choque, moi, quand on passe de Macao à l'Angleterre, ou un truc comme ça. Moi, ça me choque pas. Moi, ça s'est déjà fait. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est déjà fait, mais je trouve ça un peu idiot. Moi, je te prends l'exemple de Vivre et laisser mourir, bon, que je vais tous te les sortir, mais t'as seulement déjà 3 destinations pour en revenir à ton truc, et t'as 2 destinations radicalement différentes. T'as l'île de San Monique, en fait, ça doit être Saint-Domingue, je crois, qui a été utilisé. Une île des Antilles, quoi, une île des Caraïbes. Et t'as la Nouvelle-Orléans et New York, c'est radicalement différent. La Nouvelle-Orléans comme ville et de New York, je veux dire, c'est deux cultures différentes. Il n'y a pas l'Angleterre? Non, il n'y a pas l'Angleterre. Ah bon? Non. Et enfin bref, on va passer là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a comme des décors mal exploités, comme par exemple ton île fantôme. Oui, l'île fantôme, j'étais un peu déçu. Je suis resté sur ma... c'est vrai que ça pouvait être carrément mieux exploité, mais c'est un peu dommage, quoi. Très très dommage, moi j'aurais bien vu une bonne petite bataille.
à l'ancienne. Ou harpon. Pourquoi pas vraiment un truc bien gardé, des batailles à la mitraillette ou je sais pas, entre le MI6 et les renégats, on va dire, menés par Silva, ancien agent du MI6. Donc voilà, tout ça pour dire que ça aurait été dans la thématique du film, ça aurait été pertinent pour moi, d'après moi, après peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, mais ça aurait été pertinent de le faire. Et aussi, un truc aussi que je voulais parler, que l'esthétique de l'image est très jolie, mais c'est aussi en partie le fait qu'il y a très peu d'effets spéciaux en fait. Enfin, très peu. Il y a peu d'effets spéciaux qui piquent les yeux, et ça c'est je trouve ça cool, par exemple. Enfin, ça c'est depuis le reboot, hein. Mais avec l'autre, là, quand il y avait Pierce Brosnan, c'était des effets spéciaux sur effets spéciaux, c'est très moche. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mal vieilli, je trouve, les films avec Pierce Brosnan. Mais par exemple, pour comparer, par exemple, enfin, bon, on va pas rester des lustres là-dessus, mais en gros, je suis content, il y a peu d'effets spéciaux, même quand il y en a, bon, ça pique un peu, ça fait moche, hein, par exemple, un dragon de Komodo, par exemple. D'accord, bah. Bon, effectivement, s'il veut un dragon de Komodo, ils peuvent pas. S'il veut un combat avec un dragon de Komodo, c'est obligé que ça soit des effets spéciaux. Oui, mais est-ce qu'ils pouvaient pas mettre un lion, par exemple, qui peuvent être domptés et que ce soit un vrai lion parce que là, ça se voit que c'est. Ouais, mais là, t'es en Chine, c'est quand même représentatif de. Enfin, non, à Macao, pardon. Ouais. que je te. Non, mais tout ça pour dire, si tu veux un Komodo, un vrai Komodo, va dans ta voiture, quoi. Filme ton Komodo. Bah oui. Sauf s'il est cassé. Hein. Il pouvait faire autre chose, un hareng, par exemple. Ah oui, une couleuvre. Non, moi franchement, j'ai rien à reprocher. Même l'iguane en 89 était déjà bien fait. Le bout de latex. Bon, allez, vas-y. Je préfère un bout de latex qu'un effet spécial. Il aurait très bien pu faire comme un dinosaure, par exemple, dans Jurassic Park. Robotisé un Jurassic peu, Park. Ouais. C'était ça, c'était robotisé dans bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais voilà, mais non. Au contraire. Mais bon, ils avaient pas assez de budget, forcément. Hein. Au contraire. Bon alors, est-ce que tu as autre chose à nous dire là, on a parlé un peu des effets spéciaux. Alors moi, ça. un truc, c'est la mode, et encore plus dans James Bond, dans le post-reboot, effectivement. Oui. Parce que moi, bon, je distingue, vous avez bien compris, le pré- et post-reboot. Donc entre 62 et 2002 et 2006 à maintenant. Jusqu'à quand Nolan arrive, jusqu'à ce que Nolan vienne tout foutre en l'air. Vous l'aurez compris. Enterrer le projet. Ouais. Bon, okay. Jusqu'à temps que Nolan vienne enterrer James Bond pour de bon. Enfin, tout ça pour dire que c'est trop complexifié. Dans les personnages, on entre trop dans la psychologie. Le James Bond de Daniel Craig, on le connaît, c'est le James Bond un peu vraiment à fleur de peau, complètement torturé psychologiquement. Ça, franchement, pour avoir regardé tous les pré-reboots, rarement James Bond a été si torturé que ça. Bah, jamais. Même jamais, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Ils ont tenté, dans le service secret de Sa Majesté, ça a fait un beat, bon c'était beaucoup trop tôt. Ils ont tenté dans Permis-tu un peu de sortir un peu, de faire un James Bond un peu... Timothy Dalton, pour moi, c'est le préquel de Daniel Craig dans son James Bond, mais je préfère quand même Dalton à Craig. Et donc du coup, non, c'est pas bondien tout ça. C'est pas bon. C'est pas bondien. Tu vas un peu de l'île. Non, c'est pas du tout bondien tout ça. C'est banal en fait. Et après, c'est aussi, même le film en lui-même, il est thrillerisé, c'est autour de 3 personnages. Même M, c'est totalement personnel, tu vois, c'est entre M, Silva et James Bond. Un trio, ça fait un trio. Oui, totalement trio, c'est thriller, c'est pas un film James Bond typique. Ça fait partie du côté reboot de la chose, puisque maintenant on veut à tout prix casser l'image que James Bond a eue, au lieu de chercher à faire des originalités à partir de la saga originale tout en préservant les codes que tout le monde affectionne et qui en fait un James Bond, parce qu'un James Bond, ça a une identité. Si tu casses l'identité, c'est plus un James Bond. Ah oui, autant plus donner le nom, quoi. Bah oui, attends. T'appelles Daniel Craig, Daniel Craig le retraité. Je sais pas, oui, c'est complexe. Enfin, je veux dire... C'est un peu comme si The Voice, tu l'appelles The Voice un incroyable talent. Ouais. Tu vois, ouais. Ça a plus de sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est une joke. Ouais, c'est une joke, là. Oui, c'est vrai que je trouve que James Bond est beaucoup trop humanisé, en fait. Déjà, je sais pas comment ils vont réussir à coller ça avec la suite, s'ils repartent pour 10 épisodes, parce que vraiment, on voit au début qu'il est quand même, il est un peu mal partout, quoi. Il est un peu cassé, quoi. Il se fait vieux. Et puis d'ailleurs, Daniel Craig commence à être vieux, d'ailleurs. Oui. Et c'est un peu à la mode, quoi, le coup de la résurrection. Hein. À la Iron Man 3,
Elle a The Dark Knight Rises. Hein. Ouais. D'ailleurs, le parallèle, on peut faire le parallèle un peu avec The Moi Dark Knight j'ai Rises. parlé du Joker, mais vraiment aussi. Mais il est pas dedans, le gars. dans le. Non, il est dans The Dark Knight, mais Ouais. The Dark Knight Rises, qui est la suite de The Dark Knight. Pareil, t'as Christian Bale qui est Batman, il est vraiment, c'est le héros déchu et puis il revient, il est salvateur, tu vois. Bah là c'est pareil, c'est Daniel Craig, il est totalement, il touche le fond pour mieux rebondir et revenir, tu vois, aux affaires. Pourquoi tombons-nous, Bruce? C'est pour mieux se relever. Oui, totalement. Voilà. Et là voilà, quoi, il y a plein de choses à dire. Et aussi le côté, c'est que moi, pour moi, James Bond, c'est un peu un côté, un super-héros, quoi. T'as des trucs où tu te dis, oh, bah, il est invincible. Oh, Oui, il y a une scène complètement WTF, excusez-moi pour... voilà. Et après, par exemple, moi, je lui dis, mais oh, ça, dans la vraie vie, ça se fait pas. Et lui, quoi, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, c'est James Bond. Bah oui, voilà. Et bah, dans James ce Bond. film-là, il n'y a aucune scène où on Où peut tu dis dire... ça, où tu dis On se dit, ça. ah, c'est James Bond. En fait, pour moi, il n'y a aucune scène spectaculaire, quoi. C'est, à part la baston avec... au tout début, pré-générique, la baston à Macao, la baston finale, t'as peu de bastons, hein, et puis aucune course-poursuite. Enfin, à part au début, mais bien sûr, mais c'est moi pas de course, enfin, je sais pas, c'est un peu un problème, c'est pas, on n'a pas la mâchoire qui tombe, quoi. Ouais, on fait beaucoup trop dans le réalisme et pas assez dans la fiction. Comment tu peux synthétiser ça comme ça? Ah, t'es surdoué, toi. Oui, c'est vrai. Mais oui, moi je suis né avec le puits d'Einstein, donc t'as jamais vu. Ouais, et avec le même trogne aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, oui, c'est ce que j'arrête pas de dire. Enfin, j'ai déjà dit une fois et je le répéter et le souligner parce que c'est important. On était dans les 50 ans de James Bond, donc Sam Mendes, il avait un peu le cul entre deux barques. Il fallait faire plaisir à deux publics différents. Et donc là, du coup, ça c'est un peu l'œuvre du reboot qui... On essaye de suivre la mode, mais bon, après tous les James Bond, Fougas parlait de Pierce Brosnan, les 4 films de Brosnan, ça pétait un peu de partout, c'était un peu la décennie 90 où t'as eu les Die Hard, tout ça, enfin un peu après, je crois, dans Non, avant, oui. oui, enfin, c'était avant. Début d'ailleurs. 90, t'avais Die Hard 3, je crois. Oui, peut-être, oui. Il me Enfin, semble. bref, on s'en fout, Enfin, quoi. tout ça pour dire que c'est vraiment, ça pète de partout, t'as le feu partout, si t'as pas de feu, c'est pas un bon film d'action. Tu vois. Bah là aujourd'hui, on cherche encore à faire plaisir au public aujourd'hui de ce qu'il veut, mais sans garder l'identité bondienne. Même dans les gadgets, on sent qu'on est dans la retenue. T'as même des répliques un peu clin d'œil qui peuvent faire rire même le puriste, mais qui finalement le font pleurer après coup, tu vois. Parce Faut que... sortir les mouchoirs. hein. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, tout ça pour ça, quoi. Il avait un peu le cul entre deux barques, l'ami Mendes. Et on verra avec Spectre comment il va se démerder. Est-ce qu'il va garder cette passerelle pour faire plaisir à deux publics, ou est-ce qu'il va retourner vers le reboot total? Moi, j'ai l'impression qu'il va garder la passerelle, parce que Mendes, il est très bon funambule. Il sait très bien équilibrer les choses. Donc, du coup, il a trouvé un bon film. Bah, tu veux conclure? Conclure, est-ce qu'on n'a pas d'autre chose à dire, non? Je sais pas. Non, pas d'autre chose? Bah, je ne vois pas. Non, moi je crois qu'on n'a rien d'autre à dire. Bah, Enfin, on pourrait Oui, bah, mais durer après, des je heures pense et que là, des ça heures. commence à faire long. Et Pour moi, pour ça, c'est conclure, effectivement, je pense que c'est pas un mauvais James Bond. Enfin, Non, c'est pas c'est un pas un mauvais James Bond. Il est pas mauvais, en- c'est le meilleur depuis le reboot. Voilà, moi, je ça trouve, mais- c'est assez important. Mais on ne s'ennuie pas. Mais quand on regarde le film, à la fin, on se dit quand même, ça aurait pu être mieux, quoi. Il y a quand même c'est vrai qu'il y a un peu de remplissage pour faire plaisir les fans, style Q, mais Q, en fait, il sert quasi à rien. Mais c'est C'est- très stratégique en plus, la Mm. construction même de Sam Mendes. Excuse-moi de te couper, mais Ouais. quelque chose que je veux souligner, c'est que il te met les moments qui vont faire plaisir aux puristes vraiment à la fin. On retrouve une bonne scène d'action où ça a tendance à bien péter tout ça. Ça fait plutôt vintage qu'autre chose. Alors que on est plutôt dans le début où c'est plutôt près du reboot, tout ça, tu vois. Ouais, mais. Donc voilà, c'est assez aussi très intelligent de la part de Mendes. Mais ça, on a oublié de dire aussi qu'un un énorme point faible, c'est un peu la bataille finale, en fait. La bataille Bah, finale. tu l'as déjà dit, je Ouais. crois, mais moi au contraire, moi c'est carrément, tu vois, c'est la scène du film, quoi. Quand on reparlera de Skyfall, on se dira, oh, cette fameuse bataille quelque part en Écosse, Ouais. où ça pète de partout. Et ça a également aussi, ça a été relié symboliquement
donc au personnage torturé de James Bond, puisque pour lui c'est une délivrance de cette bataille finale, parce que bon, on va pas vous dire, mais c'est lié encore une fois à James Bond, c'est personnel comme j'ai dit, c'est beaucoup personnel dans ce James Bond, c'est soit personnel à M, soit personnel à James Bond. Avec King Cake. Il y a même un lien carrément, un lien on a l'impression d'avoir un lien parental entre, un lien matrimonial, non, parental, pardon, entre James Bond et M. Ouais. Mais la manière que le grand méchant décède, on peut le dire, parce que bon, effectivement, ouais, ça m'a un peu déçu. À quand une bataille épique collective? À quand retrouver l'ancien James Bond qu'on a connu? Moi, je le dis, le reboot n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est reprendre garder l'ancien James Bond, les codes bondiens, ne pas se débarrasser des Bond girls comme ça, tu vois, parce que là, les Bond girls, elles sont là, c'est juste pour faire plaisir aux puristes, on le voit très bien. On sait pas trop comment les user pour le moment. Quoique, dans Casino Royale, elle est très, très bien usée, tu vois. Ça veut rien dire, en fait, ça dépend des réalisateurs, mais là, ouais, pour le coup, c'est carrément mal. Et puis aussi, un peu, les pleurs, les larmes de JB à la fin, c'est de trop. On dit pas pourquoi il pleure, hein, c'est peut-être parce qu'il mange un piment trop pimenté, on sait pas. Oui, mais c'est vraiment, là, ça fait vraiment trop humanisé. Surtout pourquoi, enfin, si on regarde avant les trucs avant pré-reboot, on se dit bah non, c'est pas normal quoi. Mais c'est ce que je dis, ouais, c'est beaucoup trop personnel. Il a pas une carapace, James, alors qu'il a une carapace d'habitude. On pourrait faire carrément toute une analyse freudienne sur cet opus, tellement il y a un lien de mère à enfant entre M et James Bond. D'ailleurs, James Bond est orphelin, on le rappelle. Donc ça, pour moi, c'est de la psychologie de comptoir qui n'aurait pas lieu d'être dans un James Bond, quoi. Tu le mets dans n'importe quel film, James Bond, c'est pas prétentieux de ce côté-là. C'est tout sauf ça. On s'en fout du côté psychologique. Je veux dire, tu vas voir un James Bond, tu laisses ton cerveau limite au vestiaire, tu vois, t'as envie de te laisser guider là où on va et c'est tout. T'as pas envie d'avoir quelque chose toute une dissertation sur son état émotionnel et tout ça. Bon, ce qui est là. Bon, bref, pour conclure, en gros, je pense que, enfin, en fait, à la fin de Skyfall, on était plutôt content, avec la scène finale qui fait plaisir aux fans. Mais le truc qui m'a fait le plus plaisir, c'est de savoir que le prochain réalisateur, ça soit Rosa Mendes. Ouais, en fait. Ça par contre c'est une bonne chose, ça permet de construire quelque chose, de garder une patte. Ouais. Parce qu'en fait il est sur la bonne voie en fait. Il fait encore des erreurs, bon ça doit être volontaire, mais c'est vrai qu'il peut faire mieux. Donc on va voir pour Spectre, on vous délivrera nos premières impressions et notre critique. Effectivement, et puis je pense que... Et juste un message, c'est que on veut voir des cicatrices corporelles et non pas ressentir des cicatrices dans la tête psychologique. Ah, comme Nadal. Voilà. Ok. Bon. Pas de cicatrices morales, que des cicatrices corporelles. Un James Bond bastonneur et pas qui chiale à la première difficulté. En gros, on veut que James Bond, ça soit le favori, quoi. Oui, un peu. On veut qu'il soit un peu comme Nekfeu qui n'en a rien à foutre de rien, quoi. Ah ouais. Voilà. Bref, on se laisse, hein. Bon, tu c'est à la propre. À la prochaine.